professeur Moussara Yamdim, au-delà de l'analyse juridique, il y a une analyse politico-juridique qu'il faut faire. Et ma position, invité sur ce plateau, c'est de dire, contrairement à ce que pense M. Limi Lobin, le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto relève pour moi d'un acharnement. Ah bon? Relève pour moi, comme le dit le professeur Moussara Yamdim, de la kamtophobie et même de la persécution. Évidemment, le sujet lui-même, le professeur Kamto, n'est pas exempt de reproches dans ce qui lui arrive. On pourrait dire qu'il a donné lui-même à ses adversaires, à ses persécuteurs, le fouet qui permet de faire de lui ce qu'il vit aujourd'hui. À quel niveau il a donné le fouet à ses adversaires? Par exemple, en ne se présentant pas avec son parti, le MRC, aux élections de 2020. Vous pensez donc que 2020 rattrape en 2025 aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est, on dit souvent dans une sagesse bien de chez moi, il ne faut pas regarder là où on est tombé. Il faut regarder là où on a trébuché. Là, je ne parle pas du professeur Maurice Kamto. Dans cette je parle du système qui est le nôtre. Il faut bien comprendre que nous sommes dans un régime vivant, un régime politique de roublardise, un régime politique de malin. Je vais dire ça comme ça. Parce que comprenons bien, lorsque on est un parti politique, on a sa liberté, on doit en jouir. Aller à une élection ou ne pas se présenter à une élection. Je l'accorde au professeur Maurice Kamto pour 2020. En d'autres termes, je lui accorde des circonstances atténuantes. Mais on doit compter sur le système. Non, laissons bien. Attendez, je passe à parler aux juristes. Oui. Moi, je voudrais qu'on entre dans le droit. Non, on finit d'avoir le droit et après on va parler du système. Non, je vais vous aider dans l'analyse en vous posant une question. Alors, nous avons lu certains documents. On dit d'abord que les documents que M. Kamto a eu à signer, certains devaient être signés soit par le préfet, soit par le gouverneur, mais lui, il est plutôt allé signer dans un commissariat. Attendez d'abord, j'aurai l'analyse du juriste tout à l'heure. Deuxième chose, on parle de la pluralité d'investiture par l'Omanidem. Est-ce que cela également est établi? Allons-y donc. On commence par la première proposition. Et là, c'est le juriste qui parle. Voilà. Il existe en matière de signature deux dispositions dans le code électoral. Lorsque un candidat entend être investi, entend se présenter à une élection, nous parlons de l'élection présidentielle, on lui demande de faire légaliser sa signature. La signature doit être légalisée pour qu'on s'assure que c'est bel et bien lui qui a posé la signature. On légalise donc les signatures à tous ces endroits connus de tous, dans les postes de police, auprès des autorités administratives, auprès des mairies et que sais-je encore. Tout ce qui est attendu, c'est que la signature soit légalisée. Maintenant, il y a une autre disposition du code électoral qui concerne les signatures que doivent apposer sur les, comment dirais ça, les lettres de présentation de candidature pour ceux-là qui veulent voir investir un candidat indépendant. Les 300 signatures exigées, c'est-à-dire 30 par région, doivent être signées, signature légalisée. Là, ce n'est pas partout parce que la loi ici devient un peu restrictive et parle d'autorités administratives, notamment du pouvoir déconcentré, c'est-à-dire les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs. Parce que justement, les signatures en question sont rattachées à la territorialité, puisqu'on exige 30 signatures par région. Il faut bien que cela soit, la procédure de légalisation de ces signatures-là se fasse au niveau de la territorialité. Cette procédure n'était pas... Ça veut donc dire que la signature que j'ai vue qui a circulé dans les réseaux sociaux, qui est d'ailleurs la même en termes d'autorité légalisatrice de la signature que celle qu'a présentée mon candidat, le candidat du Parti Univers, Akere Mouna. Donc c'est un faux débat et je rejoins très bien de ce point de vue. Alors, que dites-vous sur la pluralité d'investiture? Je peux vous dire que j'ai eu des frissons quand j'ai lu des motifs de rejet. Et je me suis dit, ben, le Parti Univers et mon candidat l'a échappé belle. Pourquoi? Parce qu'on parle de pluralité d'investiture. Ça veut dire que dans le même parti, on a trouvé deux personnes qui ont investi deux candidats différents. On aurait aussi pu parler de double candidature. Et là, j'ai eu des frissons. Parce que le Parti Univers serait peut-être aussi tombé.
Est-ce à dire que dès lors qu'on a une double investiture, ou, heureusement pour moi, on n'est pas allé jusque-là, une double candidature, les deux candidatures se valent-elles? Je ne le pense pas. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, deux personnes se disputent un lopin de terre. Et le sous-préfet arrive, puisque nous limitons encore à l'autorité administrative. Et il va demander à qui appartient ce terrain. Il y a un qui vous dira, j'ai le titre foncier. Et le sous-préfet va se tourner vers l'autre et lui demandera de produire le titre qui lui permet de dire qu'il a droit de citer sur l'espace. Mais le sous-préfet ne dira pas, puisque vous vous chamaillez, tous les deux, libérés, sortez du terrain. Non. Ça veut dire que lorsqu'il y a une double investiture, une triple investiture, et l'ECAM, le conseil et l'ECAM, autorité administrative en matière électorale, doit étudier le dossier, au besoin se référer au ministère en charge de l'administration territoriale pour savoir qui des deux signataires de l'investiture en a qualité. Très bien. Ceci est vrai pour l'investiture, ceci est aussi vrai lorsqu'il y a pluralité de candidatures. L'autorité administrative doit chercher à savoir qui des deux ou qui des plusieurs est légalement habilité à signer. C'est compris. Que cela soit valable. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.